Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sport mécanique. On va peut-être pas pouvoir en parler énormément en ce début de saison avec les courses annulées avec le coronavirus. Mais on va parler de Formula I. C'était la course marocaine. On était sur le circuit de Marrakech, circuit qui est aussi utilisé par le TCR. Circuit qui est l'un des plus intéressants, je trouve, de Formula I, qui propose toujours des courses sympathiques. Alors normalement, il y a des accidents. Là, ça a été très calme, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que la course a été ennuyante. On a eu 45 minutes avec des très belles bagarres. La remontée de Mitch Evans et la masterclass de Jean-Éric Vergne. Parce qu'il nous a fait une de ses... Jean-Éric Vergne, moi je l'ai connu à l'époque, il était en Formule Renault 3.5. Ça fait depuis 10 ans que je vois des courses avec Jean-Éric Vergne. Et c'est une masterclass comme il nous avait fait une fois à Monaco aussi, où il avait résisté dans les 20 derniers tours avec des pneus HS et avec une Toro Rosso pour rester dans le top 10. Et ben là c'est un peu pareil, il nous en a fait une bonne encore lors de cette course. Et puis la confirmation Maximilian Günther également à Marrakech. Et puis les déceptions par exemple de Porsche un peu en difficulté quand même. Et puis les déceptions qu'on a vues en début de saison, ça veut dire Massa, Makinga, des pilotes qui ont un peu de mal au rythme de course depuis quelques temps. Ça semble assez étonnant, mais ils ont du mal à gagner des points depuis quelques courses. Donc on va commencer tout de suite ce débrief par le pilote français de la catégorie, Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne qui nous a fait une masterclass. Pourquoi une masterclass ? Parce que vendredi, il n'a pas pu participer à la première séance d'essai. Pourquoi ? Il avait 42 fièvres. Il était tellement dans une situation difficile qu'il faut savoir qu'il a été mis en quarantaine jeudi et vendredi dans sa chambre d'hôpital parce qu'on pensait qu'il y avait le coronavirus, tout simplement. Et en fait non, c'est juste une grosse grippe qu'il a eu. Et donc samedi ça allait pas beaucoup mieux, mais il a quand même réussi à rouler lors de la deuxième séance d'essai libre. Donc ça veut dire qu'il avait déjà perdu une séance d'essai, ce qui est énorme, où c'est James Rossiter qui l'a remplacé, ce qui fait que James Rossiter ne peut pas faire les essais des débutants qui avaient lieu aujourd'hui, on est lundi, donc hier. Et donc ça a été une course difficile. En qualif, là on a senti le manque de rythme, tout simplement parce qu'il avait qu'une séance d'essai et qu'il n'avait pas pu faire de tour avec la puissance maximum. On rappelle qu'en course on a que 200 kW, mais en qualification on a le droit aux 250 kW. Donc ça fait à peu près 35-40 chevaux supplémentaires dans la voiture. Donc ça modifie bien entendu les phases de freinage, ça modifie également les réaccélérations, parce que je rappelle qu'un moteur électrique a la motricité à la puissance maximum. Dès les plus bas régimes, dès 0 tour minute, en fait, vous avez la puissance maximum, contrairement à un moteur essence où c'est plutôt à 4500-5000 tours minute. Où c'est plus tard dans les tours. Si vous avez un moteur qui monte jusqu'à 10 000 tours minute, c'est à partir de 8000 tours minute que vous avez la puissance maximum. Donc c'est bien plus tardivement. Et donc là, avec notre ami Vergne, c'était compliqué parce qu'il ne connaissait pas la motricité de la voiture. Le circuit en plus était assez piégeux parce que on a eu pas mal de vent entre vendredi et samedi. Donc il y a eu pas mal de sable à ramener sur la piste, parce qu'on est quand même proche du désert quand on est à Marrakech, surtout que le circuit n'est pas dans Marrakech, il est un petit peu à l'extérieur. Il faut également dire qu'il y avait une grosse baisse de température entre les qualifications et la course, entre les qualifications et les essais du vendredi. On a perdu quasiment 15 degrés en un jour. Donc c'était pas facile. Donc Jean-Éric fait une qualification pas catastrophique, mais il était dans le même groupe que Günther, il était dans le même groupe je crois que Mortara, donc c'est quand même derrière. Il est 11e sur la grille de départ, donc c'est moyen. C'est un peu comme depuis son début de saison, il n'a jamais été très bien qualifié, Jean-Éric, c'est-à-dire qu'il est toujours entre 8 et 11, donc ça veut dire qu'en course c'est pas simple. Par contre derrière il nous a fait un super e-prix. Moi j'ai noté vraiment une stratégie déjà très intelligente, c'est-à-dire que là il s'est dit faut que je gagne des places très vite au départ, donc il a pris un très bon départ. Il dépasse assez vite Jérôme D'Ambrosio
Calado aussi, il va l'avoir assez vite. Oliver Roland, je sais même pas où il était parce qu'on ne l'a pas vu. Mais il dépasse très vite. James Calado aussi avec une belle bagarre où il dépasse à l'extérieur. D'Ambrosio, c'est aussi assez musclé. Moi, j'ai retenu la bagarre avec André Lauterer, quand André Lauterer prend son power boost et là il le passe à l'intérieur dans la courbe. Voilà, ça c'était aussi une belle bagarre avec Maximilian Günther également, où ils se sont fait des belles manœuvres. La manœuvre de dépassement même de Günther, elle est osée hein, sur Jean-Éric, parce que il fait tout pour garder sa position. Il a fait également Mortara, il a bien dépassé Mortara. Buemi, il y a eu un moment, voilà, il y avait les 3 pilotes qui étaient roue dans roue. Ça a été vraiment un e-prix passionnant. Et il nous a fait une masterclass parce que des dépassements incroyables, sans pour autant fracasser sa batterie non plus. Même si en fin de course, le dernier tour a été compliqué, hein, il lui restait 1% de batterie, même pas. Donc il était vraiment en mode, on l'a vu, à la fin du dernier tour, en fait, il est obligé de ralentir parce que sa batterie se met en mode sécurité, on va dire, pour pouvoir faire le tour de décélération. Mais il a dû taper un peu plus dans la batterie parce qu'il a dû faire des dépassements, voilà, mais il a eu une très bonne stratégie. Et je rappelle, avec 42 fièvres, il a fait cette performance-là. Donc chapeau, Jean-Éric Vergne, même D'Acosta, le vainqueur de l'e-prix, l'a souligné, son coéquipier. Il a dit. Il nous a fait une super course. C'est pas simple, vraiment, quand vous êtes malade. Vous avez des médicaments. En plus, là, il avait beaucoup de médicaments. Il a dit à un moment, il savait plus à quelle position il était dans la course. Voilà, tellement il était bourré de médicaments, il faut le dire. Il était vraiment dans un sale état. Quand on voyait les images en qualification et même en essai, moi je l'ai vu en essai. J'ai vu la séance d'essai 2, en partie, pas entièrement. où il avait vraiment une gueule de déterré. Hein. C'était en qualif pareil, quand tu voyais, il avait des cernes au niveau du genou. Donc c'était assez compliqué pour lui, mais il a fait un magnifique e-prix. Et il faut féliciter Jean-Éric Vergne, qui en plus remonte au classement, mais qui a encore l'avantage de se retrouver dans le deuxième groupe de qualification. Donc c'est intéressant pour la prochaine course qui, on ne sait pas, mais normalement devrait avoir lieu du côté, je crois, de Séoul, mais ça semble quand même mal embarqué vu le corona virus. On continue donc avec les autres pilotes au top, parce que là c'était notre pilote français, mais on a d'autres pilotes au top, et on va commencer par le coéquipier de Jean-Éric Vergne, c'est Antonio Félix da Costa. Pour l'instant le pilote le plus constant depuis le début de saison. Voilà, Antonio Félix da Costa, c'est un peu la valeur sûre, je pensais pas dire ça de ce pilote-là, mais du début de saison. Il est très bon, nouvelle pole position, et puis là assez large, je dirais en pole quand même, 69 millième, mais dans le secteur 2 il était vraiment intouchable. Il était vraiment très 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 rapide, surtout qu'il s'est lancé tôt dans cette séance de super pole, parce que je rappelle que si vous ne connaissez pas le format de la Formule I, on va le répéter, mais vous avez 4 groupes de qualification, donc c'est-à-dire que les 24 pilotes sont divisés en 4 groupes selon leur classement au championnat. Les premiers partent dans le premier groupe de qualification, ce qui n'est pas un avantage parce que la piste n'a pas beaucoup de gomme et que les températures sont un peu moins élevées que pour le dernier groupe de qualification, sauf que dans le dernier groupe de qualification, vous avez les pilotes les moins performants, donc normalement ça nivelle un petit peu les choses. Et puis ensuite, les 6 meilleurs se retrouvent pour la Super Pole, et dans la Super Pole, c'est par rapport à votre classement lors de votre phase de groupe. Et Antonio Félix da Costa, je crois, était 3 ou 4, donc il part pas dans les derniers. Et pourtant, il fait un chrono exceptionnel, hein. Il est vraiment au-dessus, il attaque énormément, à un moment, il fait un freinage vraiment du feu de Dieu. Mais le problème, c'est qu'Antonio Félix da Costa, l'année dernière, était capable de faire ça assez régulièrement. Par contre, en course, il faisait beaucoup d'erreurs chez BMW, c'est un peu pour ça qu'il a été viré de chez BMW. Et là, que ça soit ici, au Chili, à Mexico, même lors de la deuxième course en Arabie Saoudite, il n'y a pas grand chose à dire. Il est constant, il est très rapide, il a un très bon rythme. Là, il gagne quand même avec 11 secondes d'avance. Donc ça veut dire que voilà, lui, il a eu aucun problème de batterie. Alors certes, Vergne a bien gêné Günther dans le dernier tour, mais bon, il y avait 5-6 secondes d'écart avec Günther qui n'arrivait pas à suivre le rythme tout simplement d'Antonio Félix da Costa. Donc vraiment, une course parfaite, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'a pas été énormément emmerdé par Günther, qui en plus n'a pas pris un départ exceptionnel. Günther, un petit peu un manque d'expérience, hein. C'est un jeune Allemand, il a 19 ans, hein, Maximilian Günther. Antonio Félix da Costa, il doit avoir 25 ou 26, je dirais de tête, à vérifier quand même. Mais surtout plus d'expérience dans la catégorie, parce que Günther, il a une saison, Antonio Félix da Costa, il en a 3 ou 4. Donc voilà, il commence à avoir aussi de l'expérience, il a une trentaine, 35 e-prix,
Donc voilà, ça commence à être pas mal. Mais très bonne manche d'Antonio Félix Acosta. S'il continue comme ça, il va être dur à aller chercher parce qu'il a pris de l'avance au championnat. Mais que tout le monde s'est un peu planté derrière lui. Et ouais, non, pour l'instant, il est très rapide. Et s'il continue comme ça, le titre sera difficile à aller lui chercher parce que vraiment, pour le moment, il est rapide. On passe au deuxième pilote au top. Après 10 minutes de vidéo, un peu moins. C'est Maximilian Günther, le pilote BMW Andretti, qui aurait cru en début de saison que Günther soit aussi bon. Alors, il n'avait pas été mauvais l'année dernière lors de sa première saison, mais il est jeune, c'est un très jeune pilote, 19 ans, c'est l'un des plus jeunes de la catégorie, et pourtant, il arrive à être performant, à être constant. Moi, j'ai très bien aimé sa course. J'ai bien aimé également son intelligence de course, qui n'avait pas été exceptionnelle à Mexico, par exemple, où il avait fait, il était allé un peu fort. Mais là, il a été intelligent, c'est-à-dire que il a senti que ça serait dur quand même d'aller chercher d'Acosta, et il n'a pas tout mis pour aller chercher d'Acosta. Quand Vergne le dépasse la première fois, il se laisse un peu faire, mais ça c'est un manque d'expérience. Si vous avez regardé la course sur Canal+, ce qu'il faut faire, parce que la regarder sur Eurosport, c'est une catastrophe au niveau des commentaires. Et pourtant là c'était pas Jules de Rampe, c'était Marc Minardi. Et Marc Minardi, pour ceux qui se souviennent, c'est le mec qui commentait la F1 à la fin des années 90, début des années 2000. C'était celui qui commentait la F1 avant Christophe Malbranck, qui avait eu un petit souci après le Grand Prix d'Autriche où Barrichello avait laissé sa place à Schumacher dans les derniers mètres à cause d'une consigne d'équipe. C'est pour ça qu'il avait été viré, parce qu'il avait critiqué énormément Ferrari. Ça n'avait pas plu au groupe Fiat, qui était très influent à l'époque et qui mettait beaucoup de pubs en France. Et donc on l'avait un petit peu dégagé. Mais Marc Minardi, moi je l'aime bien, c'est un bon commentateur, mais le problème c'est que c'est un commentateur qui est bien pour des chaînes comme la RTBF, comme TF1. C'est-à-dire que il explique. Alors c'est bien pour les mecs qui arrivent, pour les mecs qui connaissent pas la Formule I, parce que quand vous avez Marc Minardi, vous comprenez tout. Le problème c'est que moi il me répète des choses que je sais déjà, donc au bout d'un moment ça m'emmerde. Mais il est un peu trop mainstream pour moi. Et c'est vrai que quand tu commandes la Formule I sur Canal+ Sport, normalement, là c'était en plus Canal+ décalé, donc tu sais que normalement t'as vraiment les fans qui vont regarder la course, donc t'as pas besoin de faire tout ça, t'as pas besoin d'expliquer tout. Mais c'est vrai que si vous connaissez pas la Formule I et qu'il y a Marc Minardi, c'est vraiment le moment où il faut regarder ce type de course. Je vous conseille. Mais on passe à Günther, donc vraiment un très bon prix. La manœuvre de dépassement qu'il fait sur Jean-Éric Vergne dans le dernier tour, faut la faire. Faut pas avoir peur, et puis il faut réussir à la faire sans taper Jean-Éric Vergne, ce qui est pas non plus évident parce qu'il y avait pile la place, comme on dit. C'était viril mais correct. Mais vraiment il a fait un très bon prix, et surtout quand tu vois où est Alexander Sims en ce moment au championnat, il commence à prendre vraiment l'avantage sur un coéquipier qui a beaucoup plus d'expérience, puisqu'il surtout Alexander Sims était très apprécié de la part de BMW. Et là, ça commence à être compliqué. Et Günther, il nous fait une très très bonne saison. On termine avec... Alors, j'ai eu du mal. Au départ, je l'avais mis en déception. Puis je me suis dit, il a quand même fait une sacrée course. C'est Mitch Evans. Mais alors, la qualif. Il va en vouloir au team manager de Jaguar, qui est l'ancien team manager de Renault. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, ça a été répété par le consultant de Canal+, j'oublie tout le temps son nom, consultant de Canal+, mais qui est très très bon, je trouve, contrairement à Olivier Planis, et donc qui a répété que oui, c'était le mec qui dirigeait Renault à l'époque du Crashgate de Singapour, où Nelson Piquet était allé dans le mur pour provoquer une safety car et pour aider Alonso à remporter une course alors que la Renault n'était pas très performante. Et bien là, la stratégie a été foirée totalement, parce que en fait, Mitch Evans était dans le premier groupe de qualification. Et en fait, dans le premier groupe de qualification, c'est un peu comme au Moto2, dans toutes les catégories, on essaie de maximiser la performance. Pour maximiser la performance, on essaie d'avoir la température de piste la plus importante et surtout les conditions de piste avec le plus de gomme. C'est-à-dire qu'on veut partir au dernier moment. Mais en fait, ils sont tellement partis au dernier moment que quand il s'est lancé, Mitch Evans, le drapeau à damier avait déjà été mis en place, donc ça veut dire qu'il n'a pas pu faire de tour lancé, il n'avait pas de chrono, donc il est parti dernier sur la grille, et en partant dernier sur une piste, c'est vrai, où on peut dépasser, la piste de Marrakech, elle est large,
il y a des belles lignes droites, donc vous pouvez avoir des stratégies, vous pouvez dépasser, on va dire, facilement. Et ben il finit 6e, Mitch Evans, donc il perd peu dans l'affaire. Il se retrouve quand même à 10 points d'Antonio Félix Acosta, mais il perd peu par rapport à ce qui était prévu. Parce qu'il arrive quand même à marquer des points avec la Jaguar. Et puis, il a devancé James Calado, qui était pourtant bien devant lui sur la grille de départ. Et devant des pilotes comme D'Ambrosio également, comme Nick De Vries. Enfin voilà, très très bonne manche de la part de Mitch Evans. Mais le fait d'avoir raté leur stratégie va leur coûter cher, parce que techniquement, il avait fait le meilleur temps du groupe 1. Parce que le temps a quand même été pris. Donc il avait fait un 1.15.7 ou un truc comme ça, et je pense qu'il aurait été devant Antonio Félix d'Acosta au niveau des qualifs. Ça l'aurait placé forcément en tête du championnat assez largement s'il avait gagné le e-prix, mais il suffit pas d'être rapide, il faut aussi très bien gérer sa batterie, ce qui n'est pas toujours facile dans cette catégorie. On passe donc maintenant pilote décevant, on va aller assez vite. Vous savez, j'aime plutôt dire du positif que du négatif. Et on commence avec Makingwa. Alors sur Makingwa, je vais aller vite. Mais Makingwa, je vais vous donner des informations par rapport à Makingwa. Makingwa, donc 23e des qualifications, donc c'est le dernier à faire un chrono en qualification. Vu que Mitch Evans, son chrono n'a pas été pris en compte. Il fait donc 1.19.359, c'est-à-dire 2 secondes 2 de plus que le pilote de tête sur un circuit de 2 km 9. Hein. Donc c'est un gouffre, 2 secondes 2. Et surtout, il a 7 dixièmes de Felipe Massa, qui est 22e, et qui n'a pas fait une très bonne course. Lors de l'e-prix, il finit dernier là encore, 23e. Heureusement qu'Alexander Sims a abandonné dans le dernier tour. Et c'est le seul à se prendre un tour dans la tête. Et il finit très très loin de Pascal Wehrlein. Moi je me dis, et à un moment, il va falloir quand même arrêter avec les pilotes payants. Je sais bien qu'il doit donner du budget à NIO. En plus, c'est un pilote chinois dans une équipe chinoise, parce que NIO est un sponsor chinois, et que c'est une équipe qui n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Mais là, on atteint quand même le niveau zéro du talent. C'est-à-dire que Makingwa, toute sa carrière, il a été pilote payant, quasiment. Il a été pris parce qu'il était chinois et que la Chine est un grand marché. Au niveau de l'automobile, c'est un marché que toutes les marques veulent investir. Et donc, c'est comme ça qu'il a réussi à trouver énormément de volants. C'était le cas chez Citroën, quand il était en WTCC. C'était le cas également en GP2. Il a été dans des junior teams, dans des Driver Academy. Je crois chez Renault, c'était aussi également pour la même raison. À vérifier ça quand même, le Driver Academy, parce que il a été dans des Driver Academy ou proches, je sais plus. Mais Makingwa, toute sa carrière est fait. Et là, on s'aperçoit que dans une catégorie comme celle-là, très clairement, il n'aide pas en plus son équipe Oliver Torvik, qui est obligé de faire tout le travail, qui est vraiment pas aidé. Puis moi, je me dis, à quoi il sert, quoi? À quoi il sert dans ce championnat? Je pense qu'il y a des pilotes payants qui sont plus méritants que lui. Un Sean Gelael, par exemple, qui est aujourd'hui en F2, est plus méritant que Makingwa aujourd'hui. Donc je trouve ça dommage qu'un pilote qui soit payant et qui ait peu de talent prenne la place d'un jeune pilote qui a du talent, comme un Dorian Boccolacci par exemple aujourd'hui, qui n'a pas forcément de volant, qui pourrait être en Formula I, ou d'autres pilotes qui sont bien plus méritants que Makingwa, qui aujourd'hui très clairement n'a pas sa place dans cette catégorie. Mais c'est comme Tatiana Calderon, par exemple en F2 l'année dernière, ou Raghu Mathan, qui sont des pilotes payants qui n'ont rien à faire dans cette catégorie. On passe à Felipe Massa. Pas grand chose à dire, Felipe Massa. Il s'est toujours pas adapté à la catégorie. J'ai l'impression qu'il a peut-être pas vraiment envie de s'y adapter. Donc avant-dernier en qualification a quand même 2 dixièmes, un gros dixième et demi de Neil Jani, qui a du mal également avec cette voiture. Et puis en course, il finit 17ème. Bon, il remonte un peu. Il dépasse Neil Jani, il dépasse Brandon Hartley, parce qu'il arrive quand même un peu à gérer la batterie, à avoir la gestion de ce côté-là. Mais il surpilote énormément en qualification. Ça s'est vu, il tape un mur, il effleure un mur, il bloque ses pneus à plusieurs reprises lors de son tour de qualification. Et c'est des voitures qui sont très lourdes et qui demandent plutôt de la douceur, ces Formula I, c'est-à-dire faut les laisser, faut avoir un pilotage très coolé, un peu à la Jenson Button, j'ai envie de dire. C'est-à-dire faut être très très calme au volant, faut la laisser rouler dans les virages. Voilà, faut pas accélérer trop vite, faut prendre le temps avant de réaccélérer, faut être sûr qu'on va avoir la bonne motricité, qu'on va pas patiner. Faut pas freiner trop tard, parce que
En fait, c'est une voiture qui demande d'avoir beaucoup de vitesse en courbe. C'est pas une voiture où vous pouvez finir fort, réaccélérer tout de suite. Non, c'est des voitures qui mettent du temps. On met du temps à accélérer avec ces voitures-là, donc il faut essayer de maximiser la vitesse en courbe, donc ne pas freiner fort, essayer d'être le plus coulé possible. Et Felipe Massa, c'est pas son style de pilotage. C'était déjà pas son style de pilotage en F1. Et c'était le problème, c'est pour ça qu'il avait été viré de chez Ferrari, parce qu'on se souvient des moments où il bloquait ses pneus, enfin il était en galère. Les 2 dernières saisons où il est face à Alonso, il est au niveau zéro du pilotage, parce que c'est vraiment un pilote qui est on-off. Felipe Massa, c'est-à-dire il freine, il accélère. Il sait pas faire à 50%, et ça a toujours été son problème dans ses carrières. Alors au début des années 2000, quand il a commencé chez Sauber ou chez Ferrari, les F1 se conduisaient de cette manière-là. Mais il avait déjà pas réussi à s'adapter à la nouvelle manière de faire des Formule 1 à partir de 2009 avec les petits ailerons à l'arrière, vous vous souvenez. Il avait déjà du mal à ce moment-là. Avec des F1 qui avaient moins d'appui. Et là, avec des voitures qui ont peu d'appui, les Formula I, qui sont lourdes, qui ont une manière de fonctionner particulière, il n'arrive pas à s'adapter. Et donc, aujourd'hui, il est très très loin. Pour dire en course, donc en qualif, il fait un 1:18,675, donc il a 1 seconde 5, alors que son coéquipier Eduardo Mortara est en super pole à 6 dixièmes, donc c'est-à-dire qu'il a 1 seconde de son équipier, à peu près, 9 dixièmes, 1 seconde. Et en course, Mortara finit à 15 secondes, lui il finit à 27, donc voilà, c'est un peu moins gros l'écart en course, mais il finit quand même avec 13 secondes d'écart, quoi. Donc c'est beaucoup par rapport à un équipier dans une catégorie où ça joue à quelques millièmes. Et puis on finit avec Mercedes. Week-end compliqué pour Mercedes. Pourtant la qualif n'avait pas été si mauvaise avec un Nyck de Vries 4e et puis par contre un Stoffel Vandoorne qui était un peu plus loin dans le premier groupe de qualification, voilà, qui partait 18e. Mais alors Nyck de Vries, il a le problème de tous les jeunes pilotes dans cette catégorie, c'est-à-dire que c'est assez simple de rouler vite avec une Formula I à partir du moment où vous comprenez ce que je viens de vous dire, donc la laisser couler, ce genre de choses. Par contre, la gestion de la batterie, c'est autre chose en course. Et on s'aperçoit que Nyck de Vries, il part très bien, et puis à partir de la mi-course, le rythme s'effondre parce qu'il consomme un peu trop de batterie et qu'il est obligé de ralentir parce que la température batterie est un peu haute également, donc il est obligé de ralentir. Donc il a encore du mal à gérer toute une course de 45 minutes. Et puis Stoffel Vandoorne, en partant 18e, il n'a jamais eu un très bon rythme. Il est un peu en difficulté Stoffel Vandoorne parce qu'au Mexique c'était déjà pareil. Et Mercedes, c'est une deuxième course sans marquer de points. Or on sait que Mercedes, c'est leur deuxième saison parce qu'avant ils étaient avec HWA et leur objectif c'est quand même de remporter le classement constructeur. 2 manches à 0, ça semble quand même très mal embarqué par rapport à Günther avec BMW et surtout DS Techeetah qui a marqué des gros points sur les 2 dernières manches. Donc ça va être compliqué pour le championnat constructeur et c'est dommage parce que Mercedes a mis beaucoup d'argent, un peu comme Porsche, et pour l'instant on ne voit pas les résultats parce que du côté de chez Porsche, alors certes André Lauterer fait 8 mais il partait quand même 3ème sur la grille de départ, donc moins 5 places, c'est pas top. Donc je pense que la Porsche a du mal à gérer la batterie puisque Lauterer avait pas de problème l'année dernière chez DS. Et puis Nil Gianni s'adapte pas du tout à la voiture, 18e que ça soit en course et en qualif il était 21e, donc pas grand chose à dire sur Nil Gianni. Et chez Porsche on va peut-être penser à un Fred Makowiecki ou à des Français qui sont en ce moment dans le programme Endurance pour après les 24 heures du Mans, parce que les 24 heures du Mans sont l'objectif quand même de Porsche du côté des GT, avec une voiture où il y aura 100% de Français. Je crois que c'est en GT AM, ce qui doit être une première du côté de chez Porsche. Bon, comme d'habitude, quand on fait un débrief sport mécanique, qu'est-ce qu'on fait ? Ouh là là, grosse ambiance. Dis donc, j'ai pas les classements en fait, donc je vais... Hop, on pense et on passe au classement. Pilote et constructeur. Et donc on commence avec le classement pilote. Je viens de l'avoir affiché à l'écran, je viens de le déclencher avec ma souris. On a Antonio Félix da Costa en tête du championnat avec désormais 11 points d'avance. C'est pas mal quand on sait que l'année dernière le championnat s'est joué pour pas grand chose pour Jean-Éric Vergne. On retrouve donc ensuite Mitch Evans qui limite bien la casse avec sa 6ème place. C'était vraiment une très bonne chose. Pour savoir quand même, Antonio Félix da Costa, ça fait 4 courses d'affilée dans les points et c'est et sur les 3 dernières courses, son pire résultat, c'est 2e. Mitch Evans, donc lui, c'est son pire résultat sur les 3 dernières courses, mais il est plutôt très performant en ce moment.
On retrouve ensuite Alexander Sims qui enchaîne le bon et le moins bon. Abandon encore à cause, je pense qu'il a fini avec une batterie à plat lors du dernier tour, donc 46 points. Donc ça veut dire qu'il se retrouve déjà à 21 points d'Antonio Félix Acosta. Et puis on retrouve ensuite Maximilian Günther, vraiment la révélation de ce début de saison avec 44 points. Puis Luca Di Grassi, régulier avec la Audi, mais pour l'instant l'Audi n'est pas performante en qualification et en course, il est au maximum des capacités de la voiture. J'ai pas parlé dans les pilotes décevants de Daniel Abt, mais Daniel Abt n'a pas fait encore une excellente manche et ça commence à être compliqué de le garder chez Audi parce qu'il faudrait vraiment qu'ils aient 2 pilotes d'un très très bon niveau. Mais je pense qu'ils vont peut-être réfléchir à Robin Fringe, qui est dans l'équipe Virgin, ou à Sam Bird également chez Virgin, qui est également un pilote plutôt intéressant qui avait remporté la première course. On retrouve ensuite au 6e place donc Stoffel Vandoorne, ensuite Eduardo Mortara, Jean-Éric Vergne 8e, donc Jean-Éric a quand même déjà 36 points de retard sur Antonio Félix Acosta, et puis Oliver Holland et Sam Bird. L'avantage de Jean-Éric, c'est qu'il partira dans le 2e groupe de qualification avec Eduardo Mortara et Sébastien Buemi, et dans le 3e groupe de qualification on aura en très bon pilote Jérôme D'Ambrosio, qui pourrait réussir à bien se qualifier, parce que pour l'instant pour Jérôme c'est compliqué avec simplement 3 points en ce début d'année avec la Mahindra. Ça va mal chez Mahindra parce que leur 2e pilote également a du mal à marquer des points. Pascal Wehrlein. On passe ensuite au classement par équipe. Donc DS Techeetah qui prend la première place avec 98 points, 8 points d'avance sur Andretti. Ensuite, on retrouve Jaguar, mais il y a déjà un écart assez important avec Jaguar, de l'ordre de 32 points. Puis on retrouve Nissan-Idams, Mercedes, qui donc se retrouve 5e à plus de 40 points de Techeetah. Ensuite, Audi, Virgin, Venturi, Porsche, Mahindra en difficulté depuis le début de saison, et puis Dragon et NIO qui n'a toujours pas marqué de points en ce début de saison. Du côté de Dragon également, Brandon Hartley. Pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Également en Formula I, il a du mal à s'adapter à la voiture, mais comme il avait eu déjà du mal à s'adapter à la Formule 1. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui est un peu plus longue que lors du précédent e-prix. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, je les lis toujours. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Puis nous, on se retrouve pour beaucoup de vidéos là cette semaine, parce qu'on va parler du coronavirus. Et puis on va faire un petit peu, je pense, une présentation de la Formule 1. Et puis il va y avoir les émulateurs qui vont arriver. Peut-être un médialiste également, je ne sais pas encore. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne cette semaine. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.